le 7 avril 1994, au-dessus des États-Unis. Un avion cargo traverse un ciel parfaitement calme. Aucun orage, aucune panne, aucune alerte technique. Et pourtant, à l'intérieur du cockpit, quelque chose d'impensable est sur le point de se produire. Ce n'est pas une défaillance mécanique. Ce n'est pas une erreur humaine ordinaire. C'est une attaque venue de l'intérieur. Ce vol, c'est un DC-10 de FedEx reliant Memphis à San José. Un trajet routinier pour la compagnie, presque banal. À bord, seulement 3 membres d'équipage. Et un 4e homme, assis derrière eux, officiellement simple passager. Un employé comme eux, un collègue. Quelqu'un en qui ils n'ont aucune raison de se méfier. L'ambiance au sol est détendue. Les procédures s'enchaînent. Les checklists sont récitées machinalement. Les moteurs tournent parfaitement. Un détail intrigue pourtant l'un des mécaniciens de bord. L'enregistreur de voix du cockpit ne semble pas fonctionner correctement. Le disjoncteur est sorti. Il le remet en place. Quelques minutes plus tard, il ressort à nouveau. Une coïncidence étrange, mais pas encore inquiétante. Personne n'imagine que ce détail va devenir l'une des clés majeures de l'enquête. L'homme assis derrière eux observe. Il parle peu. Il attend. Ce passager s'appelle Auburn Calloway. En apparence, un employé comme les autres, ancien pilote militaire, cultivé, discret, respecté. Mais derrière cette façade se cache une pression énorme. Sa carrière est en danger. Des soupçons pèsent sur ses déclarations d'heures de vol. Une convocation disciplinaire l'attend le lendemain. Et pour lui, perdre son emploi ne signifie pas seulement perdre un salaire. Cela signifie perdre tout ce qu'il lui reste. Ce que l'équipage ignore, c'est que Calloway ne monte pas dans cet avion par hasard. Il ne voyage pas pour se rendre à San José. Il est venu avec un objectif bien plus sombre. Dans la cabine, caché dans un étui qui ressemble à celui d'une guitare, se trouvent plusieurs objets. Des marteaux et un fusil harpon. Pas une arme à feu classique, une arme silencieuse, une arme qui pourrait laisser croire, en cas de crash, que les blessures sont dues à l'impact. Chaque détail semble avoir été pensé. Quelques minutes après le décollage, alors que l'appareil monte tranquillement vers son altitude de croisière, Calloway se lève. Il avance vers le cockpit. La porte est ouverte. À l'époque, aucune porte blindée, aucune barrière. Puis, tout bascule. Sans un mot, il frappe. Le premier coup est d'une violence extrême. Le sang jaillit. L'équipage comprend immédiatement qu'il ne s'agit pas d'une altercation, mais d'une tentative de meurtre. Les secondes deviennent chaotiques. Les cris, les chocs, l'incompréhension totale. Comment un collègue peut-il se transformer en agresseur en plein vol? Dans le cockpit, le pilote lutte pour garder le contrôle de l'appareil, pendant que, juste derrière lui, ses coéquipiers se battent pour leur vie. Le sang coule sur le sol, sur les parois, jusque sur le plafond lors des manœuvres brutales. L'avion, lui, continue d'avancer à plus de 800 km/h. Le copilote comprend qu'il ne peut pas simplement piloter normalement. Alors, il utilise l'avion comme une arme défensive. Il incline brutalement l'appareil, provoque des variations de gravité. À chaque manœuvre, les corps sont projetés. L'objectif est clair. Déséquilibrer l'agresseur, lui faire perdre prise, lui faire lâcher ses armes. Mais ces manœuvres ont un prix. Le DC-10 n'est pas conçu pour voler comme un avion de chasse. La vitesse devient dangereusement élevée. Les structures subissent des contraintes extrêmes. L'avion frôle ses limites physiques. À tout moment, il pourrait se désintégrer. Pendant ce temps, l'assaillant continue de se battre. Malgré les blessures qu'il reçoit, malgré les coups, malgré le chaos, il refuse d'abandonner. Ce n'est pas une crise de colère, ce n'est pas un geste impulsif, c'est une mission qu'il s'est donnée. Au sol, les contrôleurs aériens reçoivent enfin un appel. Une voix faible, haletante, mais lucide. Un message glaçant. Il y a une tentative de détournement à bord. Les contrôleurs déclenchent immédiatement les procédures d'urgence. Ambulance, force de l'ordre, tout est mobilisé. Mais un problème demeure. L'avion ne se dirige pas vers l'aéroport. Sa trajectoire est erratique. Tantôt vers le nord, tantôt vers l'ouest.
Sur les radars, le comportement du DC-10 est incompréhensible. Dans la cabine, la situation est tout aussi confuse. Les blessés perdent du sang, leur force diminue. Pourtant, ils continuent, parce qu'ils n'ont pas le choix. S'ils cèdent, l'avion tombe, et avec lui, tous ceux qui sont à bord, et potentiellement ceux qui se trouvent au sol. Peu à peu, à force de résistance, l'agresseur s'épuise. Les armes sont arrachées. Le cockpit est enfin sécurisé. Le pilote, lui-même grièvement blessé, doit maintenant accomplir l'impensable, poser un avion lourd, endommagé, avec un équipage à bout de force. Le DC-10 est beaucoup trop lourd pour un atterrissage normal. Trop de carburant, trop de vitesse, pas le temps de vidanger. Chaque paramètre est contre eux. L'approche est tendue, trop rapide, trop haute. Le pilote choisit une piste plus longue, plus difficile d'accès. Il enchaîne des virages que cet avion ne devrait jamais effectuer dans ces conditions. Au sol, les équipes de secours retiennent leur souffle. L'appareil surgit à basse altitude, frôle les bâtiments, touche la piste violemment, puis roule. Les pneus tiennent. L'avion ralentit. Il s'immobilise. Silence. Puis, les portes s'ouvrent. Les secours montent à bord. Ce qu'ils découvrent est presque irréel. Un cockpit maculé de sang, des parois marquées par la lutte, des hommes à peine conscients, mais vivants. L'agresseur, lui aussi, a survécu. L'enquête qui suit va révéler un scénario encore plus troublant que l'attaque elle-même. Les lettres retrouvées chez lui, le testament laissé bien en évidence, les transactions financières. Tout converge vers une conclusion glaçante. Ce n'était pas un acte de folie désorganisé, c'était un plan. Son idée, provoquer un crash en plein vol, faire croire à un accident professionnel et permettre à sa famille de toucher une assurance vie colossale. L'utilisation d'armes discrètes, la tentative de désactiver l'enregistreur de voix, le choix de ne pas utiliser d'explosifs, chaque élément prend soudain un sens terrifiant. Mais son plan a échoué. Non pas à cause d'un défaut de préparation, mais à cause de quelque chose qu'il n'avait pas anticipé. La résistance humaine, le courage brut, la volonté de survivre. Les 3 membres d'équipage survivront, mais au prix de séquelles lourdes. Fracture du crâne, opération chirurgicale, rééducation interminable, carrière brisée. Leur quotidien ne sera plus jamais le même. Pourtant, grâce à eux, aucun passager n'est mort. Aucun avion ne s'est écrasé. Aucun innocent n'a payé le prix de ce projet. L'assaillant, lui, sera condamné à la prison à perpétuité. Pas pour un accident, pas pour une erreur, mais pour avoir méthodiquement tenté de transformer un vol ordinaire en catastrophe aérienne. Aujourd'hui encore, cette affaire reste l'une des plus troublantes de l'histoire de l'aviation. Parce qu'elle ne parle pas de tempête, ni de panne, ni de défaillance technologique. Elle parle de quelque chose de bien plus inquiétant. Ce qui peut naître dans l'esprit humain lorsque tout s'effondre. Et de ce qui peut aussi naître chez d'autres quand tout semble perdu. Un courage capable de défier la mort à 10 000 mètres d'altitude. Et à chaque fois qu'un avion décolle, silencieusement, dans un ciel calme. Cette histoire nous rappelle que parfois, le danger ne vient pas de l'extérieur, mais de celui qui est assis juste derrière vous.